Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième revue de la semaine de la chaîne Collapso. Je suis un peu en retard cette semaine parce que l'actualité ne m'avait pas spécialement plu jusqu'à mardi. Mardi, on était le 27 novembre 2018 et on a eu le matin deux interviews de notre président de la République et notre ministre de l'Environnement, donc de Emmanuel Macron et de François de Rugy. L'idée de ces interviews était de présenter la PPE. Alors qu'est-ce que c'est que la PPE? C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça ne vous parle pas forcément tout de suite comme ça. Donc en fait, la PPE, c'est un plan stratégique de la France pour parler d'énergie sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire au niveau énergétique dans le mix d'électricité notamment, mais aussi de toute l'énergie, d'ici à 2028. Ça fait suite à la loi de la transition énergétique votée en 2015. Donc il y a une obligation maintenant de présenter des plans pluriannuels, donc sur 5 à 10 ans, pour parler de la stratégie française en termes d'électricité. Alors, qu'est-ce qui nous a été présenté? Plusieurs choses. Les centrales à charbon devraient fermer d'ici à 2022. Ça, c'est une première mesure qui a été dite. L'éolien et le solaire vont augmenter drastiquement d'ici à 2028, donc avec un x5 pour le solaire et x3 pour l'éolien. Au-delà de ça, on va donc baisser la part du nucléaire. On va fermer environ 14 réacteurs d'ici à 2035. Et on essaiera de descendre donc le mix du nucléaire à 50% en 2035. Donc, qu'est-ce que je peux dire de tout ça, moi personnellement? Déjà, il y a quelque chose qui m'étonne énormément. C'est que quand on présente un plan stratégique qui en suit un autre, eh bien éventuellement, il faudrait déjà parler du bilan du précédent. J'ai pas l'impression, alors peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas vu les verbatims en entier, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu un bilan du plan précédent, du plan de 2015 donc, sur qu'est-ce qu'on a fait depuis. Est-ce qu'on a réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés? Est-ce qu'on est sur une bonne voie? Si on n'a pas réussi à atteindre ces objectifs, pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a des problèmes techniques? Est-ce qu'il y a des problèmes économiques? Est-ce qu'il y a des problèmes juridiques? Enfin bref, en gros, avant de lancer des nouveaux plans stratégiques, ce serait déjà bien de faire le bilan des précédents, de savoir un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé, et de pouvoir voir un petit peu pourquoi on n'est pas sur la bonne trajectoire ou pourquoi on est sur la bonne trajectoire. Donc ça, c'est une première chose qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on ne fasse pas le bilan et qu'on présente juste un nouveau plan. En fait, ce nouveau plan, globalement, il est moins ambitieux, ou quasiment pareil que le plan précédent, alors que le plan précédent, pour l'instant, il n'a été que très très peu entamé. Le mix énergétique à 50% de nucléaire, par exemple, c'était quelque chose où c'était marqué 2025 dans la dernière loi. Maintenant, on dit 2035. Donc voilà, il faudrait qu'ils expliquent pourquoi ils n'ont pas suivi le trend précédent. En fait, Emmanuel Macron et François de Rugy, en voulant faire un compromis entre un peu tous les acteurs, ils ont réussi à se mettre à dos absolument tout le monde. Les associations anti-nucléaires ne sont pas contentes. Elles considèrent que 50% dans le mix d'électricité en 2035, c'est beaucoup trop, qu'il faudrait fermer l'ensemble de toutes les centrales et passer uniquement en énergie renouvelable. Donc, on a des associations comme Greenpeace, comme Sortir du nucléaire, évidemment, comme même la Fondation Nicolas Hulot, qui ont réagi en disant que c'était pas assez ambitieux, qu'il fallait voir plus loin au niveau du nucléaire, qu'il fallait fermer plus de centrales, et que c'était pas normal qu'on retarde encore des plans sur les centrales. En plus, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait continuer à alimenter ce plan de nouvelles centrales nucléaires. Donc les EPR, même s'ils n'ont toujours pas fini le premier EPR en France, il estime que c'est une énergie du futur et qu'il faut donc continuer les efforts de recherche sur le nucléaire. Donc il a réussi à se mettre à dos les anti-nucléaires. Il a aussi réussi à se mettre à dos les pro-nucléaires. Les pro-nucléaires sont ceux qui disent que les énergies renouvelables sont une fausse bonne idée. En effet, pour vous expliquer très rapidement, les énergies renouvelables, on ne peut pas commander quand elles fournissent de l'électricité. L'éolien, le solaire, bon le solaire évidemment la nuit il n'y en a pas, la journée quand il y a des nuages il n'y en a pas beaucoup, l'éolien ça peut souffler comme ça peut ne pas souffler, et donc vu qu'il faut toujours avoir en même temps réussir à équilibrer l'offre et la demande en matière d'électricité, c'est-à-dire toujours faire en sorte que tout ce qui est demandé en matière d'électricité, elle soit fournie dans le réseau, eh bien c'est compliqué avec des énergies dites intermittentes dont on ne contrôle pas vraiment quand elles fournissent de l'électricité. Donc quand on a une grosse part d'énergie renouvelable dans notre mix d'électricité, éolien et solaire, il faut donc prévoir des façons de stocker cette énergie pour pouvoir la restituer au bon moment. Et ce stockage de l'énergie coûte très très cher. Et pour le moment, en plus, on ne sait même pas quelle est la forme stratégique qui est choisie par la France. Est-ce que ce serait plus des batteries? Est-ce que ce serait une autre forme d'énergie?
Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors tant qu'on est à 10% d'énergie renouvelable, ça va. Parce qu'en fait, on a réussi à s'adapter avec d'autres manières. Mais si on monte à 50% d'énergie renouvelable intermittente, potentiellement, on va avoir des gros problèmes de stockage et de réseau. Parce que vu qu'en plus, ça ne fournit pas exactement quand on veut, il faut prévoir beaucoup plus de puissance, donc un réseau beaucoup plus gros. Et tout ça, ça se prévoit, et tout ça, c'est beaucoup de travail. Et donc, les pro-nucléaires qui disent que le nucléaire, c'est quand même l'énergie de base la plus stable, qui nous permet de voir venir, qui nous permet de ne pas être dépendant en plus de terres rares qui viendraient de l'étranger et autres. Bon, les arguments pro-nucléaires sont aussi défendables que les arguments anti-nucléaires. Je ne veux pas faire ce débat dans cette vidéo, mais en gros, tout le monde est un peu fâché après cette PPE. Autre chose qui a été dit par Emmanuel Macron donc mardi, c'est la création d'un haut conseil pour le climat. Donc, il y a plusieurs choses à dire dessus. Déjà, vous le savez, quand il y a une grogne sociale, quand les gens ne sont pas contents, globalement, la meilleure idée, c'est de créer un comité ou c'est de créer un haut conseil, une autorité, une nouvelle commission ou quelque chose. Il faut créer quelque chose, montrer qu'on a bien compris la grogne sociale et que on va proposer quelque chose de nouveau avec des nouveaux acteurs pour pouvoir répondre à la grogne sociale. C'est un peu facile, on connaît ça depuis des années. À chaque fois, il y a la nouvelle commission bidule ou chouette qui va nous sauver. Donc, la création d'un haut conseil pour le climat, on peut se poser la question de sa réelle utilité. Alors, ce haut conseil pour le climat serait dépendant du Premier ministre. Alors, politiquement, déjà, je me pose la question, pourquoi du Premier ministre ? Pourquoi pas du ministre de l'écologie? Même si je ne porte pas François de Rugy dans mon cœur, un haut conseil pour le climat, on pourrait penser que c'est le ministre de l'Environnement et de l'écologie qui pourrait l'avoir sous son aile. Mais bon. En plus, quelles sont les missions de ce haut conseil pour le climat? C'est d'avoir un rôle d'une expertise indépendante, technique et économique, pour voir si la France respecte bien ses engagements, notamment de la COP21. Donc, ne serait-ce que le fait d'avoir créé un haut conseil pour le climat qui ait un rôle d'expertise indépendante technique et économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, que le ministère de l'Environnement n'a pas un rôle technique suffisant? Peut-être que Emmanuel Macron considère que les fonctionnaires au ministère de l'Environnement ne seraient pas capables d'avoir une expertise technique. Est-ce que c'est le côté indépendant qui l'intéresse? Je ne sais pas. Franchement, je n'arrive pas à comprendre exactement politiquement ce qui est attendu pour ce haut conseil pour le climat. En plus, dans ces missions, j'ai vu, c'est un grand rapport tous les 5 ans et tous les ans, un petit rapport sur ce qui s'est passé dans l'année d'un point de vue des lois votées par le Parlement. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que ça va pas dans le bon sens? Est-ce que c'est réellement suffisant? Je ne sais pas. Moi, j'ai quelques doutes. Cependant, quand on regarde la composition de ce Haut Conseil pour le climat, on retrouve des personnes qu'on connaît très très bien dans les communautés militants et qui parlent d'effondrement également. On a par exemple Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, c'est grâce à lui que je connais pas mal de choses en environnement et en énergie. Ça fait plus de 10 ans que je le suis. Je connais un petit peu le personnage maintenant. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à ouvrir sa gueule, il faut le dire, qui n'hésitera certainement pas à critiquer le président ou le ministre de l'Environnement s'il n'est pas écouté. Jean-Marc Jancovici est plutôt pro-nucléaire. Je vous en parlerai dans une autre vidéo pour expliquer exactement quels sont ses arguments. Mais en tout cas, voilà, on a un personnage comme ça dans cette commission et je doute que s'il n'est pas écouté, il reste. À mon avis, il cassera des portes et on en entendra pas mal parler. Il y a également Alain Grandjean qui est son collègue et associé dans la vie, donc c'est pareil, qui est un très bon économiste de l'énergie que je connais un petit peu. On a Pascal Canfin de WWF France, qui est un peu connu aussi pour être une grande gueule. On a Pierre Laroutourou, on a Laurence Tubiana également, qui a été négociatrice pour la France pour la COP21, donc qui connaît très bien tous ces enjeux, qui connaît très bien les engagements français en matière d'environnement et qui est donc capable également d'apporter une belle expertise. Donc ce Haut Conseil pour le climat, politiquement, je me demande à quoi il va servir. Je ne comprends pas trop pourquoi on rajoute un comité supplémentaire et pourquoi le ministère de l'Environnement n'est pas capable d'apporter toute cette expertise. Mais je fais confiance aux membres qui sont en son sein, donc j'espère que ça va bien se passer, que ça va donner quelque chose, même si un plan tous les 5 ans, alors que d'ici 5 ans, je peux vous promettre que la face de la France aura bien changé et que ce sera sûrement bien trop tard. Donc à mon avis, il faudrait vraiment aller beaucoup plus vite et lancer tout de suite des plans d'ampleur et que ce n'est pas juste la création d'un Haut Conseil pour le climat que j'attendais de la part d'Emmanuel Macron et de François de Rugy mardi.
Donc voilà, ça c'était pour la revue de la semaine. Je vous rappelle, on a eu présentation de la PPE, je vous invite à lire quelques articles dessus, j'en mettrai en description de la vidéo, et la création de ce Haut Conseil pour le climat. Pareil, je vous mets en lien des interviews, notamment de Jean-Marc Jancovici, depuis sa nomination, qui explique un petit peu quel sera son rôle et sa vision de la société française pour combattre contre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Voilà pour terminer, petite actualité de la chaîne. Donc vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine, j'ai pas mal travaillé sur d'autres sujets, donc ça reviendra progressivement un peu plus tard. On est passé à 450 abonnés sur YouTube, c'est génial, on approche des 500, donc je vous remercie tous de vous être abonnés et n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous sur les réseaux sociaux également, comme ça vous pourrez être au courant plus facilement des prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie encore une fois et puis je vous dis à très très bientôt pour parler encore d'effondrement, d'écologie, d'énergie et de tout ça. À bientôt, ciao! Pour passer au niveau suivant, cliquez sur le rond central puis sur s'abonner. Vous pouvez ensuite visionner l'un des 2 épisodes proposés. N'hésitez pas à pouce bleu ou commenter pour aider la chaîne. À bientôt.